Cette vidéo, c'est tout ce qu'Haroun déteste. Une vidéo qui parle de lui. Vous suscitez le mystère sur votre propre parcours personnel, vous voulez vraiment pas vous livrer C'est quelque chose qui m'intéresse pas, moi, la sphère privée, j'aime pas trop. Même les biopics, je suis pas un grand fan de ça. Mais Haroun, c'est un homme de paradoxe, un homme de contradiction, un homme de justesse, ou de justice aussi. Alors pour que ce soit juste, il va pouvoir lire tout le script à mesure qu'il défile sous vos yeux. Et il pourra corriger, démentir et compléter. Et ce, même s'il n'a rien à y redire. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Parce que cette histoire, avant qu'elle devienne la vôtre, c'était d'abord la sienne. Ok. Écoute, bienvenue dans ce concept. Que je te remercie d'avoir accepté. L'idée est assez simple. J'ai l'habitude d'écrire des histoires ou des analyses sur plein de personnalités, notamment des humoristes. D'accord. Mais je trouve ça un peu facile de le faire sans avoir leur réaction, sans avoir leur retour. Un peu comme prof de français qui passe son temps à interpréter plein de textes sans avoir la vraie parole finalement de l'auteur. Et donc je voulais faire un peu cet exercice-là avec toi. Ok. Donc je te laisse découvrir le script, le lire, et tu es libre de réagir sur absolument ce que tu veux. D'accord. Ce que tu trouverais pertinent, ce que tu trouverais absolument faux, au contraire. Ok. Des fake news dans lesquelles je serais tombé. Et je te laisse. Des fake news carrément. Ok. Je te laisse y aller. Saint-Exupéry disait « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Alors pour comprendre la grande personne qu'est Haroun, il faut replonger dans les souvenirs de son enfance. Le petit Haroun, il voulait être navigateur. Parcourir le monde, traverser les océans, découvrir des terres inconnues. Tu parles de l'enfance là, qui est hyper intéressant chez les enfants, c'est que au bout d'un moment, quand ils savent parler, ils n'ont pas encore tous les concepts et ils remplacent les concepts en les liant et en faisant des phrases qui sont grammaticalement correctes. Tu vois, par exemple, mon fils, la dernière fois, je lui disais c'est quoi les étoiles ? Il m'a dit ce sont les graines de soleil. Donc lui, il relie le concept de petits points à des graines. Et il le lie avec deux choses lumineuses, même si le soleil c'était devenu une fleur. Enfin, les auteurs, on recherche cet état-là pour avoir cette liberté de penser qui relie des concepts qui n'ont pas forcément des choses à voir entre eux. Alors à la fin de ses études, il décide de partir voyager 9 mois avant de se lancer dans le monde du travail. Sauf qu'Orelsan l'en avait prévenu, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Je suis sorti de là avec une envie de vivre en France et une énergie pour faire ce que j'ai envie qui ont vraiment dépassé ce que j'attendais au départ. Tu pars en disant ouais la France, j'ai envie de partir en voyage, j'en ai marre de la France et tout. Et tu reviens, tu fais trop bien ce pays. Après avoir navigué, il s'est rendu compte que la terre qu'il cherchait, elle était sous ses pieds, depuis le début. Mais ce qu'il voulait faire, il ne l'a pas découvert à ce moment-là. Il a juste retrouvé l'énergie pour concrétiser ce qui l'animait depuis son adolescence. Et surtout, la direction dans laquelle il allait mettre son énergie. À l'adolescence, ce qu'Haroun découvre, c'est le célèbre esprit canal de l'époque, mais aussi des humoristes corrosifs, Coluche, Desproges et les Inconnus. Il y a un sketch de Coluche en particulier qui semble l'avoir marqué, dont il parle très souvent. Il fait un mélange entre la haine de la police, la haine des Arabes et la haine des Juifs. Ça m'a marqué à vie. Et on a parfois l'impression chez lui d'un mélange entre l'humour et la politique. J'ai pas l'impression de faire de la politique, j'ai l'impression de concerner les gens dans la politique. J'aimerais que les gens, en sortant de la salle, ils aient eu une réflexion politique, mais j'ai pas à leur dire ce qu'il faut penser, quoi. Donc faire de la politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire poser des questions et pousser à la réflexion sur des sujets de société ? Est-ce que c'est déjà ça, faire de la politique ? Ou est-ce que c'est dire ce que je pense d'un sujet ? Moi, ça m'intéresse assez peu de dire ce que je pense. Ce que je pense n'est pas très intéressant, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'autre pensée qu'on peut apporter ou l'autre angle qu'on peut apporter pour ouvrir le champ des possibles. Est-ce que c'est ça, faire de la politique ? Je sais pas. Voilà, on a le déclencheur. La graine est plantée, il ne lui reste plus qu'à mûrir. Mais cette graine, elle est plus large que l'humour. C'est celle de l'art en général. Parce que l'art, c'est une façon de transmettre et d'avoir de l'impact. Et c'est le premier apprentissage qui va forger Haroun. On m'a transmis de la pensée via le rire. Et à partir du moment où j'ai été touché par ça, j'ai voulu moi aussi m'engouffrer là-dedans. Je me souviens que plus jeune, j'étais arrivé à la conclusion que pour faire changer les choses, il fallait soit faire de la politique, soit faire de l'art. Et la politique m'intéressait assez peu, pour plein de raisons. J'ai bien compris que le rire pouvait avoir un impact sur la pensée. Retenez bien ça.
parce que c'est fondateur dans la façon dont Haroun va percevoir et construire son humour. Mais on aura le temps d'en parler plus tard. À cet âge-là, tout ce qu'il sait, c'est qu'il créera. Parce que ce qui l'intéresse dans la création, c'est la création. Alors, il tente plein de choses, peu importe le moyen, pourvu qu'il crée. C'est tout ce qui compte. En 2001, à 17 ans, il se met au breakdance et au hip-hop. Oui, je suis d'accord avec vous, on aurait du mal à le deviner en le voyant, mais je crois que ça montre déjà le décalage qu'on peut avoir entre l'impression qu'il donne et les choses qu'il dit ou qu'il fait. En cours de philosophie, il écrivait des clashs de rap à destination de ses amis en alexandrin, ce que son prof acceptait qu'il fasse, puisque c'était en alexandrin, et que les alexandrins, c'est quand même vachement sympa. Ça me rappelle un peu Kéron, qui avait commencé lui aussi par le rap avant de tomber dans les mains de l'humour. Et Haroun, lui aussi, tombera dedans. Sauf que pour que l'humour ne devienne ne serait-ce qu'une possibilité à terme, il faut monter sur scène. Et il le fera pour la première fois alors qu'il est encore étudiant. C'est un festival de café-théâtre au célèbre Palais des Glaces. Il avait un ami à qui il avait confié qu'il avait envie d'être humoriste, alors cet ami, il l'a inscrit. Il a eu 2 mois pour écrire et ça s'est très bien passé. Désolé pour l'histoire du bide monumental qui se serait transformé en talent à force de travail et qui aurait été cool pour l'inspiration, mais Haroun lit ses lignes, alors je suis obligé de rester fidèle à l'histoire sans trop la romancer. Voilà, la deuxième scène était un bide monumental. La première, il y a un peu la chance du débutant. Au début, quand tu commences l'humour, le plus dur c'est d'être constant, quoi. Donc il y a des moments où ça fonctionne. Tu fais wow, génial. Et souvent la scène d'après ça fonctionne mal. La première scène, si tu veux, m'a donné envie de me battre pour la suite, mais la deuxième m'a fait prendre conscience que le chemin serait plus long que je pensais. Ouais. L'histoire jusqu'ici, c'est l'histoire d'un jeune qui ressent le besoin de faire de l'art pour s'exprimer, qui s'exprime par la danse, par la musique et par les mots, qui saisit toutes les occasions de le faire, qui fait sa première scène et qui doit travailler maintenant. La vie d'artiste, ça met du temps avant qu'elle ne soit plus un rêve. Et quand on se sent artiste, l'entreprise, c'est pas toujours évident. Haroun a peur de ne pas s'y sentir à sa place. Alors il trouve un entre-deux qui permet de rester dans l'art tout en payant son loyer. Il crée une entreprise de formation à la prise de parole en public et à l'improvisation théâtrale en entreprise. Probablement le plus beau métier du monde. Et non, je dis pas ça parce que c'est aussi une partie de mon métier. Et l'avantage de ce métier, c'est que c'est en indépendant. Donc ça lui permet d'alterner avec son métier, d'arranger un peu son emploi du temps et de trouver du temps pour écrire et monter sur scène. Le métier alimentaire m'a beaucoup fait progresser sur scène aussi, parce que tu prends la parole en public, il faut que tu transmettes, il faut que tu gères un rythme. Il y a plein de choses qui s'apparentent à ce que tu peux faire en spectacle. La journée donc un métier qui apprend, le soir un métier qui détend. Dans les deux cas, une activité qui a de l'impact, qui a une utilité. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour Haroun. C'est un exutoire pour les gens. Ça va te paraître peut-être moins romanesque que si je te dis c'est de faire avancer la société, faut que les gens s'acceptent. C'est pas vrai. Moi, mon but d'être sur scène, avant tout, c'est d'être drôle. Il faut que les gens rigolent. Et s'ils ont rigolé, j'ai été utile. S'il y a des choses en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Et je dirais s'il y a des choses en plus, c'est plus donner envie d'aller plus loin. Tu lis un bouquin et tu dis ah, c'est fou tout ce que je sais pas après avoir lu ce bouquin. Ça te donne envie d'en lire d'autres. Et plus t'en lis, plus tu t'aperçois que tu n'arriveras jamais à la fin de tout ce que tu devrais savoir et que tu vas mourir avant d'aller au bout de ton objectif. Mais ça te donne envie d'aller plus loin. Pour moi, c'est ça l'utilité d'une œuvre. C'est que ça te donne envie d'en voir une autre et une autre et une autre, de s'enrichir, quoi. Parfois, il y a des profs qui m'envoient des messages en disant « je voudrais diffuser ton spectacle pour l'étudier en classe ». Franchement, si je fais ça, je suis le plus heureux du monde. C'est super. Mais pour réussir à avoir tout cet impact-là, il va falloir remonter sur scène bien après celle de ses années étudiantes. Et monter sur scène, ça va arriver grâce à un trajet en bus. On est à Toulouse, Haroun est dans le bus avec sa femme, et comme il passe son temps à réfléchir à des idées de sketch, il lui en raconte un. C'est un moment assez anodin où il fait des vannes sur des problèmes qu'il avait eus avec sa copropriété. Sauf que ce moment anodin, il se transforme en intense rigolade, et en une phrase de sa femme qui devait ressembler à « Mais c'est génial, il faut absolument que tu fasses ce sketch sur scène !» Et cette phrase, elle devient une réservation par sa femme d'une salle dans une scène ouverte de Toulouse. Ça devient donc ensuite un passage sur scène. Il se présente devant le public, c'est le grand moment de sa carrière. Tout son parcours l'a mené jusqu'à cet instant. Il ouvre la bouche, il déballe son sketch et c'est un bide. J'ai jamais rejoué ce sketch, qui est le sketch préféré de ma femme. Peut-être que je lui rejouerai que pour elle un jour, mais je l'ai jamais rejoué. C'était un sketch vraiment pur et dur, c'était même pas du stand-up, j'interprétais un personnage et tout. Et elle adorait ce sketch et j'ai jamais rejoué. Vous voyez, on l'a finalement, notre roman inspirationnel. Mais c'est un des bides qui va le forger. Il y en a qui ne le vivent pas comme ça, il y en a qui préfèrent que tout soit bienveillant. Je peux comprendre, chacun a ses besoins, mais moi c'est l'adversité qui m'a fait progresser.
Tout à fait. J'ai réussi à me construire grâce à ceux qui m'ont fait du mal. Donc c'est des choses comme ça qui sont dures, mais que petit à petit tu apprends à encaisser. Il faut transformer ces colères-là en énergie pour écrire et pour progresser. Mais si l'énergie pour écrire et progresser vient de l'adversité, et que celle-ci est de moins en moins présente à mesure qu'une carrière se développe, on peut se demander si le succès n'entraîne pas une baisse de l'inspiration. Non, l'écriture c'est un vrai bonheur. Et plus ça va, plus c'est la partie que je préfère. Ah ouais? Ouais. Plaisir de se lever le matin, de se mettre à son bureau et de se dire tiens, j'ai ça à écrire, il faut que je réfléchisse à cette tournure-là. Tu sens vraiment que ton cerveau se muscle à ce moment-là, quoi. Il y a une phrase qui disait « Les artistes aiment peindre, les écrivains aiment avoir écrit ». C'est-à-dire que l'écrivain souffre en écrivant, mais a un sentiment de plénitude à la fin en ayant écrit. Oui, mais alors, je suis pas écrivain. Non, mais c'est peut-être la différence, c'est que j'ai déjà écrit un livre et c'est vrai qu'il y a une douleur à écrire un livre, dans le sens où une fois que c'est posé sur le papier et que tu pourras plus y retoucher, tu vois le livre partir et tu fais j'aurais voulu encore retoucher, quoi. Et c'est un truc hyper douloureux, ça. C'est tellement figé à la fin. Un écrivain, il est tout seul chez lui et il reste tout seul même quand le lecteur il lit, quoi. Il peut même pas voir le lecteur lire et voir s'il aime. C'est pour ça que j'ai fait ce concept, comme ça je vois le lecteur. Ouais, c'est clair. Alors ce premier bide, il aurait pu être son dernier passage sur scène. Mais sa femme, celle qui avait tant ri dans le bus, elle n'en démord pas. Elle lui dit, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ah bah, tu vois, tu parles de ma femme qui n'en démord pas. On n'a pas assez conscience de l'impact des proches sur la création, quoi. Et je dirais même que tu vois souvent des espèces de phrases de con qui dit derrière chaque grand homme il y a une femme. Moi je pense que derrière chaque espèce de grande carrière, il y a l'envie de quelqu'un d'être admiré par la personne qu'il aime. Les gens de pouvoir, par exemple, je pense que derrière, ils veulent impressionner des gens qui sont proches d'eux, et donc ils se surpassent pour ça, quoi. Mais je me souviens d'un navigateur notamment qui est arrivé dernier du Vendée Globe, le Destremo, et il avait un bateau. Je pense qu'il a passé l'homologation, mais vraiment genre limite, quoi. Ils ont pas tout vu sur le bateau. Mais il disait en fait, il a pris sa revanche sur son père, quoi, qui le dévalorisait quand il était petit, et ça l'a fait tenir, quoi. Il a pensé à ça pendant sa traversée où à la fin il avait plus de bouffe et tout. Enfin, tu vois, c'était vraiment dur. Mais je pense qu'on a ce truc. J'ai pas envie de rentrer dans le débat homme, femme, etc. Mais on a ce truc des proches qu'on veut impressionner et on va chercher ça. Et c'est les premières personnes qui nous donnent envie de continuer, quoi. Et si ces personnes-là disent non, vas-y, continue, moi j'aime bien. C'est hyper important, quoi. Donc s'il y a des gens qui écoutent, qui ont des enfants, qui veulent faire des trucs, etc., je pense que les gens se surpassent quand dans notre regard à nous, en tant que proches, il y a cet encouragement sincère à continuer. Et même le fait d'être admiratif du courage d'y aller. Tu vois ? Pas forcément d'être bon, mais le fait de le faire, quoi. Ce bide, ça aurait pu être l'histoire d'une tentative qui se solde en abandon. Mais c'est devenu la recherche d'une rencontre d'Haroun avec son public. La recherche d'un public qui, lui, comprendrait. Parce qu'Haroun, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas le show business, c'est pas les producteurs, c'est le public. Validé par le milieu, on s'en fiche. Ok. Le public s'en fout du milieu, en fait. Ouais. Le public s'en fout que ce soit validé, qu'un tel dise que c'est bien et tout. Ça, c'est les gens qui ont besoin d'avis de gens importants pour penser. Ça sert à rien. L'important, c'est d'avoir du monde dans sa salle. Le problème, c'est que le public, il évolue. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le mode de consommation a changé et l'attention diminue, ce qui peut peut-être influencer la façon de concevoir ces spectacles. Dans le spectacle, ils ont l'attention. Ouais. Mais c'est pas pareil, c'est du vivant, c'est pas pareil. C'est pas comme si tu dois te lire un bouquin et t'as ton téléphone à côté, je pense. Il y a ce truc aussi où t'as payé pour voir un spectacle, tu vois, t'as pas forcément envie de rater une partie parce que t'es en train de regarder Instagram à côté, quoi. Tu te dis, je peux remettre Instagram à plus tard, quoi. Donc j'ai pas trop de problème d'attention dans le public, non. Non, moi je le ressens pas. Et ça me dérange pas, en fait. C'est peut-être que le problème, c'est ça. Peut-être que, en effet, si les gens commencent à sortir leur téléphone pendant mon spectacle, c'est que j'ai un problème de rythme aussi. Il y a une règle du théâtre, je crois, qui s'appelle le contrat de la rampe. C'est que s'il y a un problème d'attention ou de compréhension, c'est toujours la faute de l'orateur. Mais tout c'est de la faute de l'orateur, de toute façon. Si le public rigole pas, c'est pas qu'ils ont pas compris, c'est de la faute de l'orateur.
C'est lui qui a pas su rencontrer le public, quoi. Ce qui vaudrait pour un prof, si c'est pas compris. Ouais. m'a toujours fasciné les profs qui sont contents de mettre des très mauvaises notes alors que c'est le reflet de tu n'as pas réussi à transmettre. C'est clair, c'est clair. C'est très marrant de voir ça comme ça. Sa femme décide alors de continuer à l'aider. Elle réserve les salles, elle fait la régie, puis elle devient sa productrice. Et le public qui le comprend, ensemble, ils commencent à le trouver. Et je crois que le mot « comprendre », il ne peut pas être plus juste. Parce que les sketchs d'Haroun, ce ne sont pas des sketchs où l'on rit seulement. Ce sont aussi des sketchs où il y a quelque chose à comprendre. Ouais, ce que j'aime bien dans les œuvres, c'est quand t'as envie de les revoir. Quand j'écoutais du rap, notamment Oxmo Puccino, que j'adorais quand j'étais plus jeune, je réécoutais la chanson et en fait, quand je comprenais une phrase, le fait que je la comprenne, ça me faisait rater la phrase suivante. Je pouvais en gros comprendre une phrase sur 4. J'aime bien travailler les différentes lectures qu'il peut y avoir. Mettre des références qui sont pas forcément compréhensibles par tout le monde, mais s'ils vont chercher, s'ils vont se renseigner, ils vont les comprendre. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Quand y a un film ou un livre, un truc que je comprends pas, je me pose et il faut que j'aille chercher la référence que j'ai pas comprise. Parce qu'Haroun ne parle pas de lui sur scène. Il n'aborde pas sa vie intime, ni les tracas du quotidien. Il aborde des idées. Et entre faire rire et faire penser, on pourrait croire qu'il y a un choix à faire. Sauf qu'à ce choix, Haroun, il s'y refuse. Enfant, on lui transmettait la pensée par le rire, et c'est ce qu'il fera sur scène désormais. Là, c'est un peu le moment de la grande question. Est-ce qu'un humoriste doit uniquement chercher à faire rire? Est-ce qu'il peut se laisser aller à la pensée pour peu qu'elle soit entrecoupée de blagues? L'humoriste a-t-il vocation à philosopher plus qu'à seulement divertir? Oui, du coup, ça fait 3 grandes questions, mais au fond, elles résument ce cruel dilemme: faire rire ou faire penser. Et en même temps, est-ce vraiment un dilemme? Pour Haroun, pas tellement. Parce que depuis toujours, ce qui l'intéresse, c'est créer. Pas nécessairement faire rire juste pour faire rire, mais apporter de la valeur. Que les gens en ressortent avec le petit supplément d'âme qui ne rend pas l'art seulement esthétique, mais aussi réflexif. Non, c'est pas vraiment un dilemme, c'est de priorité au rire. Il y a les penseurs et les philosophes pour faire penser, et il y a les humoristes pour faire rire. Si on peut faire penser en faisant rire, super, mais priorité au rire quand même, c'est pas un dilemme. Faut pas que ce soit un dilemme en tout cas, parce que sinon je vais devenir chiant, quoi. Je vais te faire une confidence sur cette partie-là. J'ai vraiment galéré. Ok. Parce que tu dis les deux dans plein d'interviews différentes. C'est-à-dire que il y a plein d'interviews où tu vas dire je suis humoriste, mon but c'est de faire rire et de finir par faire rire. Et d'autres où tu dis non mais le rire c'est qu'un moyen et c'est une porte d'entrée vers l'action. Ouais, parce que le rire c'est un moyen. Ouais. Ok. Donc priorité au rire. Si j'ai pas le rire, j'arrive à rien en fait. Si j'ai pas le rire, les gens viennent pas dans la salle. Et si j'ai pas le rire, j'ouvre pas la possibilité de penser. Okay. Moi, si je suis pas marrant, les gens ne viendront pas. Donc je dois quand même mettre en priorité le rire. Si j'ai une pensée intéressante mais que j'ai pas trouvé de blague, malheureusement, je pourrais pas mettre cette pensée intéressante dans mon spectacle. Et c'est la limite de l'humoriste aussi, c'est qu'on peut pas pousser la réflexion aussi loin qu'on veut parce qu'il y a un moment où on va buter sur l'efficacité du rire. Et un concept compliqué, sur scène, il faut que je l'explique. Il faut que je l'explique en faisant rigoler. Et donc, je vais pas pouvoir m'aventurer sur des concepts nietzschéens parce que je vais saouler tout le monde avant qu'il y ait un rire et les gens vont commencer à se dire mais c'est pas marrant son spectacle. donc la seule chose que je peux faire, c'est dire une phrase de Nietzsche, faire une blague et dire aux gens Nietzsche c'est intéressant. Et potentiellement, les gens vont peut-être aller ouvrir un bouquin de Nietzsche après. Mais je pense quand même qu'un rire avec une pensée a une plus grande valeur qu'un rire sans pensée parce qu'il n'y a rien de plus heureux qu'un public qui se sent intelligent. Et le public est intelligent malgré tout ce qu'on peut croire et malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire, le public est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Et quand je dis ça, c'est pas une espèce de fausse démagogie. Je pense que un jeune de 14 ans, quel que soit son milieu social ou culturel, il a le bagage pour comprendre des concepts très très compliqués, si tant est qu'ils sont bien expliqués. Et il est capable de ressentir beaucoup de choses sans pouvoir forcément verbaliser ce qu'il ressent. Et l'humour, c'est un outil génial pour ça, parce qu'il ouvre les portes de la réflexion par la clé du sourire. Il faut comprendre que le rire, c'est une émotion, et que l'émotion, c'est ce qui crée l'action. Ça vient d'ailleurs du latin movere, qui signifie mettre en mouvement. Voilà son objectif, mettre la réflexion en mouvement par le rire.
mais aussi mettre les gens en mouvement les uns vers les autres. Parce que dans une société polarisée, où on nous monte les uns contre les autres, où on nous décrit l'autre comme un ennemi sans même qu'on l'ait rencontré, l'humour, ça permet de recréer du lien, de la discussion, de montrer aux gens qu'ils ne sont pas plus différents les uns des autres qu'avant, mais qu'ils en ont seulement beaucoup plus l'impression. Parfois, on a l'impression que si les gens se parlent, ils arrivent à se parler en fait. C'est juste qu'on les met les uns contre les autres, on les monte les uns contre les autres. Et cette difficulté à se parler, le manque d'amour, le manque d'empathie, c'est un sujet qu'il aborde dans son nouveau spectacle Bonjour quand même. C'est un bouquin qui m'a fait réfléchir là-dessus qui s'appelle Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans dents, comme ça. Ouais. Et lui, il te dit que pour fédérer les gens autour d'un combat, ça sert à rien d'essayer de se confronter à plus fort que soi, ça sert à rien d'essayer de se battre avec les mêmes armes. Il faut se battre avec des émotions positives, quoi. Tu donnes l'impression à l'extérieur que si on vient mener ce combat, on va s'éclater. Ben, les gens vont venir avec toi, c'est sûr. Si ton combat, c'est une grosse soirée avec plein de choses à manger et personne à boire, c'est un combat, mais on vient tous. Là, c'est un peu ça. Et dans ce bouquin, il décrit notamment que ils font des manifs et c'est en Serbie, ils font des manifs et sont attrapés parfois par la police, ils vont en garde à vue où ils sont un peu frappés sur la gueule et tout. Donc plus personne ne veut aller aux manifs, sauf qu'après ils ont fait des soirées de sortie de garde à vue. Tous ceux qui sortaient de garde à vue, ils avaient une soirée en leur honneur. Mais après, tous les jeunes, ils voulaient aller à leur manif, se faire prendre en garde à vue, pour avoir une soirée en leur honneur. Pour dire qu'ils étaient la star un soir. Il y a une citation, je sais plus si c'est Charlie Chaplin ou pas, mais c'est le rire est le plus court chemin entre deux personnes. Et en effet, moi, ça m'intéresse de savoir si c'est les gens qui sont pas du tout du bord politique que j'imagine dans lui, qui aiment quand même ce que je fais, quoi. La confrontation violente, je pense que ça, t'arriveras jamais à convaincre qui que ce soit en disant, t'es qu'un con, pense à ça. Parce qu'au fond, la difficulté à dialoguer, elle vient du fait qu'on ignore celui qu'on considère différent. Une fois qu'on a les personnes en face, non pas comme des chiffres mais comme des personnes, tout à coup on est beaucoup plus compréhensif. Parce qu'on se rend compte qu'entre l'image qu'on en a et la réalité, il y a un monde. Et Haroun semble essayer de reconstruire le pont entre ces deux mondes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il décrit quand il revient sur son intervention dans Sud Radio. Je pense que ce qui a marché avec le truc Sud Radio... Vous fréquentez des femmes voilées ? Non, je ne fréquente pas de femmes voilées. Ouais, mais est-ce que vous vous rappelez de la brigade des mères ? Est-ce que quelqu'un ici fréquente des femmes voilées ? C'est que je le vois pas du tout avec la haine, le gars. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans un système de pensée qui est dans lequel ils sont bloqués. C'est comme le mec, quand t'es en campagne... Tu fais du foot avec un gars, il y a un Kader dans l'équipe, ouais, les Arabes on les aime pas, mais toi Kader ça va, tu vois. Et en fait, ce sont foncièrement des gens qui sont cool, ouais, mais qui sont juste dans un système de pensée qui est celui-là, et c'est dur d'en sortir pour eux. Et au final, ce sont des gens qui sont profondément généreux, et c'est des gens qui, s'ils voient un gars en galère, qu'il soit étranger ou pas, ils vont dire, ah, on va pas le laisser quand même, il est en galère, tu vois, allez, viens prendre un coup avec nous, ah, tu bois pas, ah, t'es chiant. Si tu veux, c'est des systèmes de pensée à déconstruire, mais c'est pas en les voyant comme des gens absolument les ennemis et le côté du mal raison. Et tout que tu peux le déconstruire. Et ce mouvement vers l'autre, ça peut aussi être le mouvement vers les professeurs. Normalement, je suis pas là pour dénoncer. Idéalement, ce que je voudrais, c'est que la personne qui sort de scène après avoir vu mon spectacle ait envie de se renseigner. Voilà, ça c'est mon rôle. Mon rôle, c'est d'ouvrir quelque chose. Et après, que ces gens-là aillent voir leurs profs, leur posent des questions, parce que les profs sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de ces sujets-là. C'est d'ailleurs probablement parce qu'il ne veut pas remplacer les professeurs, mais orienter vers eux, qu'il n'affirme presque jamais rien dans ses spectacles. Il exprime souvent des moments de pensée par des questionnements, un peu comme s'il réfléchissait à voix haute, sans pour autant affirmer une vérité. Les pensées sous forme de questions plus que d'affirmations, c'est la pensée socratique. Tu poses des questions pour faire émerger chez l'autre des réponses, et plus tu poses des questions, plus l'autre en répondant, il s'aperçoit que ce qu'il pense, en fait, c'est pas forcément logique, quoi. C'est beaucoup moins violent et beaucoup plus efficace si tu poses les bonnes questions pour faire émerger une réponse incongrue, quoi. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur Sud Radio, j'ai fait que poser des questions, en fait. C'est vrai que c'est plus facile de te faire admettre que tu es d'accord avec moi que de te faire admettre que j'ai raison. Ouais, donc te faire admettre qu'on est d'accord. Exactement, oui, t'as raison d'ailleurs. Bref, en résumé, l'humour crée le rire permet d'échanger, l'échange permet de réfléchir et de penser. Mais réussir ce tour de force sur des sujets sensibles, c'est loin d'être évident. Pourtant, Haroun y parvient et réussit à traiter tout ce qu'il trouve violent, révoltant ou hypocrite. Parce que le problème, c'est jamais le sujet en lui-même. On peut techniquement rire de tous les sujets en France. Mais
a 2 conditions pour lui. D'abord, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un seul type de rire. Il y a une différence colossale entre rire de et rire avec. Entre le rire du mépris et de la moquerie et le rire de la communion. Je pense que dans notre culture, le rire est un héritage diabolique. Ok. Je pense qu'à une époque, rire, c'était l'expression du diable. Et donc, on a honte de l'éclat de rire. Il y a un truc déplacé de rire à gorge déployée, etc. Enfin, pas ces dernières années, si tu veux, mais ça a longtemps été comme ça. Il y avait une honte de rire, c'était quelque chose de... Il fallait rire, il fallait rire comme ça, quoi. C'est une émotion qui est répréhensible, quoi. Je sais pas si c'est la tradition ou la religion qui a fait ça, mais j'ai un petit doute quand même. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit de rire, alors que le rire doit sortir pour exprimer quelque chose, quoi. Il faut le laisser sortir. Après, se poser la question, est-ce que c'est normal ou pas? Mais il y a cette réflexion de qui décide de qu'est-ce qui est risible, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle, qui décide de ça, et ça sera jamais possible d'avoir une autorité là-dessus, parce que comme c'est une émotion, ça sort naturellement. Donc c'est impossible de cadrer ça, quoi. Et c'est là qu'on retrouve la logique de ne pas parler de soi, ni des gens d'ailleurs, mais de parler d'un sujet. Parce que si on rit sur les gens, on rit des gens. Si on rit d'un sujet, on rit et on réfléchit avec les gens. J'en ai marre qu'on me pose cette question et j'en ai marre qu'on considère le rire comme quelque chose de négatif sans cesse. On dit jamais à quelqu'un est-ce qu'on peut pleurer de tout, parce qu'on choisit pas si on pleure ou pas, et de la même façon on choisit pas si on rigole ou pas. Tu peux pas choisir, c'est comme la pensée en fait. Ouais, c'est les émotions. T'es victime de tes émotions. S'il y a quelque chose qui te fait rire, bah ça te fait rire et puis tant pis. Et on peut pas te juger en disant t'as vu, t'as rigolé, t'es une mauvaise personne. C'est pas possible. Est-ce que la personne concernée par le sujet dont je me moque va rire avec moi là-dessus? Est-ce que le rire que je provoque est sain? Voilà ce que se demande Haroun avant de monter sur scène. Pour ça, soit il explicite le fait qu'il ne juge pas ce dont il parle. Alors, je sais pas si tout le monde va aller voter, et vraiment, je veux pas juger ceux qui vont pas aller voter. C'est possible de pas aller voter. Ouais. Soit il va jusqu'à s'inclure dans la critique qu'il formule. Et en plus, je sortirai de là en ayant l'impression d'avoir fait une bonne action, je vais croire que je suis quelqu'un de bien, alors que pas du tout, je le dis tout de suite. Hein. Je suis pas quelqu'un de bien. Non. Moi, tu vois Mère Teresa, tu vois Bachar al-Assad, à peu près là. Voilà. Ouais, moyenne basse. Pourquoi je m'inclus dans les sujets? Parce que je suis pas mieux que les autres. Je fais partie de ces sociétés et chaque statut peut être remis en question. Moi, je fais partie du truc et de toute façon, en plus, c'est moi le clown. Donc moi, c'est à moi de me mettre en dessous pour que les gens rigolent de mon statut et que ce statut-là me permette de dire ce que je veux, quoi. Donc si j'assume un statut qui n'est pas un statut haut et qui n'est pas un statut d'autorité, si j'assume un statut bas, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller chercher les sujets. Mais c'est l'éternel bouffon du roi qui est le seul à avoir le droit de faire des blagues sur le roi, quoi. Parce qu'il a le statut tellement bas qu'il ne pourra jamais prendre la place du roi. Le noble, il n'a pas le droit de faire ça. Parce que le noble, s'il commence à trop fédérer les autres, il va prendre la place du roi. Alors que le bouffon, le bouffon, il a une position de pouvoir qui est impressionnante, en fait. Et en même temps, j'ai un souvenir, parfois tu dis que c'est justement le fait d'avoir aujourd'hui un statut d'humoriste assez haut qui fait que c'est aussi jouissif pour moi en tant que spectateur que de sentir que tu t'en prends à des puissants. Parce que je me dis, ok, c'est un mec qui a du pouvoir quand même. Oui, mais je prendrai jamais la place des puissants. C'est pour ça que c'est un accord tacite entre les puissants et nous sur le fait que nous, on restera à notre place d'humoriste. Donc tant que nous, on prend pas le pouvoir, ils vont jamais nous attaquer. Et parce que s'ils nous attaquent, c'est eux qui vont se décrédibiliser, c'est eux qui vont passer pour des gens qui n'ont pas d'humour, etc. Ils vont perdre. Le jour où je commence à rentrer en politique, là, ça va être ce que je ferai jamais. Hein. Mais là, ça sera un autre jeu, quoi. Mais tant que tu restes à ta place de bouffon, tu peux dire ce que tu veux. Et c'est hyper important de montrer que je me trompe, que j'ai des travers, que j'ai envie de profiter de ma position moi aussi, quand j'ai une position, je sais pas, de mâle blanc, etc., que je profite de ma position. Et, enfin, c'est ça qui est hyper drôle, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Mais je trouve que c'est des micro-passages, ces petits moments d'inclusion de toi-même dans le sujet, qui sont absolument nécessaire, parce que c'est ces moments-là où, dans le public, je pourrais me sentir moralisé si je suis de l'autre côté. Je me dis, ah ok, non, c'est bon, c'est pas contre moi, donc je peux suivre le propos et rigoler. Ouais, bien sûr. Mais je suis pas la bonne personne, en fait, pour donner la bonne façon de penser ou
ou être moralisateur. Je suis pas du tout la bonne personne. Il faut que je le rappelle régulièrement, quoi. Est-ce qu'il y a des bonnes postures pour être moralisateur? J'ai l'impression que la moralisation, c'est jamais efficace. Non, jamais. Mais c'est important, même si t'es un prof, par exemple, de dire sans cesse à tes élèves, critiquez-moi, quoi. Soyez capable de remettre en question ce que je vous apprends. Et dans ce cas-là, t'as gagné. Ce qu'on doit transmettre, c'est remettez en question. C'est pas penser ça, c'est remettez en question même votre propre pensée. C'est ce qu'essaient de transmettre aussi les philosophes, potentiellement, quand ils font bien leur travail. Et il ne montera sur scène qu'à une seule condition supplémentaire, s'assurer d'avoir bien travaillé le sujet pour que les personnes concernées puissent rire sans être blessées. Avoir bien travaillé le fond, avoir bien travaillé les mots et avoir bien travaillé le rythme. Le fond, pour que le public n'ait pas le sentiment qu'il a traité le sujet sur un coin de table avec un désintérêt pour les enjeux, seulement centré sur la facilité du rire. Il réussit à faire rire sur les sujets les plus graves sans s'attirer les foudres du grand public parce qu'il donne le sentiment qu'il s'y est intéressé et y a réfléchi. Parce qu'au fond, le sentiment de manque de respect, il provient souvent du sentiment de manque de travail. En rhétorique, on parle d'éthos. L'éthos, c'est la raison pour laquelle on m'écoute, non pas pour ce que je dis, mais pour l'image que je renvoie, ce que je représente, pour la crédibilité, la confiance et la sympathie que j'inspire. Sans ethos, même avec le meilleur discours du monde, on ne m'écoute pas. Pour Haroun, cet ethos de crédibilité vient du fait de travailler le sujet. Parce que tout à coup, on se dit, ok, il a travaillé le sujet, il le maîtrise, donc il est autorisé à en parler. C'est quand on prend à la légère que ça vexe les gens, vraiment. Si je fais une blague raciste en disant « Ah, ça va, on peut bien rigoler les gens vont dire « Bah non, en fait. » Parce que là, tu fais une blague qui est raciste, j'ai l'impression que t'as pas conscience que cette blague-là, tu prends pas la mesure de l'importance de cette blague-là. Si je prends la mesure et que je la dis d'une certaine façon où on a compris que je vois le problème, on va moins m'attaquer, c'est sûr. Mais il faut aussi aller loin, très loin. Parce que si vous n'allez pas assez loin, on pourrait se demander si, au fond, ce que vous dites, vous n'êtes pas un peu en train de le penser. Bah ouais, mais en fait, faut rendre absurde cette réflexion au point où on se dit c'est trop absurde pour que ce soit vrai, quoi. Si on est dans l'absurde, déjà, on rigole, mais aussi on a poussé une idée à l'absurde. Par exemple, on parle du fait de ne pas réagir à ce qui se passe dans le monde sur les réseaux sociaux et on te le reproche. On te dit ouais, t'as rien dit sur ça, t'as rien dit sur ça, t'as rien dit sur guerre en Ukraine, t'as rien dit sur le 7 octobre, t'as rien dit sur Gaza. On peut te le reprocher de ne rien avoir dit. Et moi je dis bah oui, j'ai rien dit parce que je suis pour tout ça, parce que je suis pour que les gens meurent en fait. Et évidemment que les gens savent bien que je suis pas pour ça. Et derrière j'ouvre la réflexion à quoi ça sert de dire sur les réseaux sociaux des trucs, pourquoi je l'ai dit, etc. Mais déjà aller très très loin comme ça permet ensuite de créer un cadre assez large pour pouvoir réfléchir. Et on sent d'ailleurs dans ces spectacles qu'il va extrêmement loin sur l'humour noir. On se sent parfois presque coupable de rire. On n'ose pas toujours regarder les gens à côté de nous, mais en même temps c'est tellement exagéré dans l'absurde qu'on ne se met jamais à croire qu'ils puissent vraiment le penser. Au fond, ça crée une tension tout en créant un sentiment de détente, de se permettre de rire de tout ça. Avoir travaillé, c'est aussi avoir travaillé les mots. Parce que sur des sujets aussi sensibles, chaque mot doit être pesé. Et c'est finalement ça qui en fait un espace de liberté. Parce que quand on a pu soigneusement choisir ses mots, quand on a pu s'assurer de l'impact de chaque mot sur l'autre, à la fin, on peut dire ce que l'on veut, parce qu'on maîtrise ce que l'on dit. Et je crois que c'est pour ça qu'Haroun a toujours eu besoin de l'art depuis très jeune, pour avoir un espace d'expression dans lequel il se sent à l'aise. C'est un endroit où j'arrive mieux à m'exprimer que dans la vie, où il y a des choses que je vais dire dans la vie qui peuvent heurter parce que je les ai pas dites avec humour ou avec un recul nécessaire à ce que les gens le prennent bien. Et c'est pour ça que l'éloquence est importante. Je crois que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je vous raconte tout ça. Parce qu'apprendre à bien parler, c'est apprendre à dire ce que l'on pense avec clarté et avec l'effet précis que l'on recherche. Et savoir faire ça, c'est aussi réussir à mieux vivre avec les autres. Mais ce qu'il fait, ce ne sont pas des conférences de philosophie. Pour passer du rire à la pensée, encore faut-il qu'il y ait un rire. Et pour ça, il va énormément travailler sur le rythme. Le rythme entre les passages de réflexion et ceux d'humour. Parce que de la même manière que le philosophe peut faire rire de temps en temps pour alléger son discours, mais ne peut pas parler trop longtemps sans apporter une réflexion, lui, il peut apporter des réflexions de temps en temps pour que le rire provoque quelque chose d'utile, mais ne peut pas parler trop longtemps sans faire rire. Ce qui pourrait parfois engendrer de la frustration. Oui, c'est frustrant de pas toujours pouvoir approfondir. Il y a des choses que je trouve très riches dans les œuvres philosophiques, que tu ne peux voir que là, parce qu'il faut plusieurs pages pour développer l'idée. Et si j'essaie de le faire par le rire, il va falloir que je trouve des vannes qui vont me ralentir à la fois mon propos pédagogique, si tu veux. Je vais devoir mettre une blague, alors que j'ai envie d'avancer ma pédagogie. Et si je mets trop de pédagogie,
bah, je vais me détacher du rire et les gens vont à un moment se poser la question, c'est quand qu'on rigole. Donc il y a une limite, c'est clair. Il y a des choses que tu peux faire en philosophie que tu peux pas faire en humour, des choses que tu peux faire en humour que tu peux pas faire en philosophie, et on serait des éternels insatisfaits, quoi. Ou alors il faudrait annoncer, ceci est une conférence philosophique avec un peu de blague. C'est quelque chose que j'allais te poser. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait un jour? Bah, ça dépend comment tu... Ouais, franchement, ouais, ça serait hyper intéressant, c'est clair. Mais c'est juste que j'aurais toujours peur que les gens se disent « Ouais, bah, c'est quand même beaucoup moins drôle ». Les gens attendent de l'humoriste qu'il les fasse rire, quoi. Je peux pas aller contre ça. Et c'est vrai que moi, les artistes que j'aime, j'ai envie qu'ils me donnent ce qu'ils savent faire, ce que j'aime chez eux. S'ils commencent à faire autre chose, il faut qu'ils le fassent assez bien pour faire la transition et que ce soit... qu'ils me perdent pas, quoi. Mais je dirais que en vieillissant et en progressant en écriture, j'arrive plus qu'avant à approfondir les sujets quand même. Ok. Je sais pas si le public le ressent ou pas, peut-être que... Mettez-le nous en commentaire. Non, mais au fur et à mesure des spectacles, avant je faisais des spectacles avec des vannes assez courtes et tout, et maintenant j'essaie un peu de développer une idée, et de développer la complexité d'une idée, et peut-être qu'en vieillissant et en progressant, j'arriverai de plus en plus à amener des idées un peu plus compliquées, quoi. Mais nous, on doit éplucher certaines quantités de savoir, disons, pour le retranscrire en humour de façon claire et que ça passe rapidement. Mais le spectacle précédent qui s'appelle Seul, elle vient d'une idée de Nietzsche qui est-ce qui pense à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis seul à penser ou est-ce qu'il y a une autre entité qui pense à ma place? Et donc ça m'a inspiré les deux personnages sur scène. Bon bah déjà, cette idée de Nietzsche est dans le spectacle, donc peut-être que c'est ça, mon rôle, c'est de faire passer une idée après l'autre. Et il faut un spectacle pour faire passer une idée philosophique. Mais voilà, forcément, tu es frustré sur la quantité d'idées que tu peux transmettre. Oui, bien sûr. Et ces enchaînements très subtils, on les voit de nombreuses fois dans ces spectacles. Rire, réflexion, réflexion, rire, rire, réflexion. On alterne constamment, on fait des allers et retours. Chaque sourire ouvre la porte, on entre un peu dans son esprit, on navigue, le sourire commence à s'estomper, alors on s'échappe vite avant que la porte ne se referme et on l'ouvre à nouveau. Et c'est reparti. Finalement, Haroun, il est parvenu à être navigateur. Il ne traverse pas tellement des océans pour visiter des terres inconnues, encore que cela peut arriver dans sa tournée, mais il traverse beaucoup de sourires pour visiter beaucoup d'esprits. Et ce trajet, il nécessite un bateau bien construit. Et pour Haroun, ça se construit à la main. L'écriture d'Haroun, j'ai l'impression que ça passe par 3 étapes. Ça part d'un besoin et d'une émotion, ça se construit par la solitude, la lecture et la philosophie, et ça prend vie par un processus laborieux d'itération. Et c'est à travers ces 3 étapes qu'on va naviguer pour mieux comprendre son artisanat. Parce qu'Haroun, il se dit artisan plus qu'artiste. Je compare à l'artisan qui doit faire un escalier, il peut faire un escalier aussi beau qu'il veut, on a besoin que cet escalier soit fonctionnel. Un artiste peut faire un escalier qui est exposé dans un musée, qui est totalement alambiqué, sur lequel personne ne montera jamais. On peut alors se demander quelle place prend le beau dans sa recherche d'efficacité et son travail d'écriture. Je suis partagé avec ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle le beau déjà mais c'est une bonne formule, une pensée bien retranscrite. Et je dirais que pour moi, le beau, c'est la vanne surprenante que personne ne voyait arriver et les gens se disent « Ah, bien joué ». Et c'est souvent celle qui suscite un applaudissement. Moins de rire qu'un applaudissement. « Oh, d'accord, tiens, c'est ça ». Joli. Ouais, ça c'est bon, Okay. ça flatte l'ego, tu vois, mais... Mais pour bien comprendre son artisanat, rappelez-vous ma première phrase. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Et on le sait maintenant parce qu'on a traversé son enfance. Pour Haroun, écrire, ce n'est pas un travail, ni un hobby d'ailleurs, c'est un besoin. Et je crois que c'est là qu'on trouve un début d'explication de la force de ses textes. Sa source principale d'inspiration, ce ne sont pas les petites choses du quotidien qu'il trouve drôles, c'est plus profond, plus intense. Paradoxalement, plus intime. Sa principale source d'inspiration, c'est la colère. Enfin, les sujets dont je parle, c'est des sujets... Genre que ça t'énerve ouais, et c'est des sujets qui m'énervent. C'est ça qui t'alimente. C'est des choses qui m'énervent, ouais. Okay. En général, c'est des choses que je trouve bêtes ou mal traitées dans les injustices dans la société ou ça peut être des injustices, ça peut être des débats qui sont totalement stériles parce que on n'entend qu'une seule voix ou voilà. Donc en général, ça vient de la colère. Ça me donne envie en effet de
de déconstruire ces sujets pour les reconstruire différemment, en m'en moquant et en me donnant l'impression qu'on peut être plus fort que ça. Les gens qui vous disent ça, mais giflez-les de ma part, quoi, vraiment. Oh là là, n'attendez même pas qu'ils aient terminé leur phrase. Tu sais qu'il faut profiter du clac. Comme ça, tu prends bien conscience du moment présent. Marion Maréchal Le Pen, sur une interview, elle dit « Moi, je suis pas d'extrême droite ». Attends, on peut redire ton nom 2 secondes? Maréchal Le Pen. Mais on t'a pas demandé ton avis, en fait. Assume ta destinée, quoi. Là, il se donne du temps pour savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Il a pris une année sabbatique alors qu'il a jamais travaillé. Il est parti rejoindre sa copine à Sydney, là, qui monte une fromagerie sans lactose. Oh là 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 là. Quelle sale race, quoi. Oh là là. Oh. Oh. Il me dégoûte. Il y a des gens, il faudrait les émigrer, quoi. Mais ouais, nous, les gens adorent adore le sang, quoi. mais c'est parce que à une société violente, t'as besoin aussi d'un rire violent, quoi. Si Haroun dit... Non, mais en fait, je veux pas me livrer parce que même ça ne m'intéresse pas de savoir des choses privées sur les gens aussi. En réalité, je trouve qu'il n'y a rien de plus intime que la colère. Parce que la colère, c'est une des plus grandes formes de lâcher prise. C'est un aveu de ce qui nous touche suffisamment pour nous mettre dans un état puissant. Montrer sa colère, c'est se mettre à nu. Et s'il ne va pas chercher dans sa vie privée, il va chercher dans l'intimité de ses ressentis. Je choisis en fonction de ce qui me touche, tout simplement. Il y a des choses que j'ai envie de dire. Moi, mon seul moyen d'expression, il est par l'humour. C'est la seule chose que je sais faire et je sais pas comment faire d'autre. Donc c'est ma seule manière de faire. Donc à un moment où j'ai envie de dire quelque chose et qu'il y a des choses qui m'agacent, dans soit ce qui est dit, soit ce qui est pensé, soit ce qu'on peut confondre, soit le fait qu'on catégorise des gens ou des choses que je trouve aussi parfois injustes. Ma manière de faire, c'est de l'humour, donc à partir du moment où ça me touche, je peux en faire un sketch. Et je crois que ça, c'est encore plus fort. Parce que c'est encore plus personnel. Et en même temps, il n'y a rien de plus universel. Et c'est cette universalité qu'il va ensuite falloir aller trouver pour que cela résonne avec son public. Par exemple, une de ses sources émotionnelles d'inspiration, c'est ça. En fait, ce qui m'inspire vraiment, c'est le fait d'essayer de faire croire qu'on est intelligent. Et qu'est-ce qui fait qu'on crée... ces faux chemins pour essayer de montrer qu'on a compris les choses, qu'on pense la bonne chose, qu'on pense mieux que les autres. Et qu'est-ce qui fait là-dedans qu'on est trahi par notre comportement, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui dans l'humain trahit son comportement et le faire descendre de son piédestal totalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que c'est ça qui parle de ce qui nous construit ou de notre humanité. En gros, on peut faire tout ce qu'on veut avec notre cerveau, il y a un moment nos tripes qui prennent le dessus. À tel point d'ailleurs que dans son premier spectacle, il a inventé un faux philosophe, Héractète, pour tester le public et voir si des gens prétendaient savoir de qui il s'agissait. Et comme il aime toujours pousser l'absurde à son paroxysme, il a été jusqu'à en faire un livre, Les pensées d'Héractète. Une drôle de manière de démasquer les imposteurs pour les ramener à l'humilité. Sauf qu'une colère, souvent... c'est stérile. Alors il faut essayer de la comprendre. Et quoi de mieux pour comprendre que la philosophie? La voilà, la source inépuisable dans laquelle Haroun creuse. Oui, s'il écrivait des clashs de rap en cours de philosophie, plutôt que d'écouter avec attention, ça l'a quand même marqué. Même si ça a mis du temps, il a compris que c'est là-dedans qu'il pouvait trouver la profondeur de sa colère. C'est venu... plus jeune, oui, mais c'est venu plus tard la lecture vraiment de livres sérieux. Et au début, j'avais du mal à lire comme beaucoup de jeunes, parce que j'avais l'impression que la lecture s'était associée au cours de français. Et quand j'ai découvert vraiment ce qu'il y avait au fond des livres, ça m'a passionné. Qu'est-ce qu'il y a au fond des livres? Il y a plein d'idées qui ne sont pas développées autre part, qu'on n'a pas le temps de développer autre part, que ce soit dans un film ou une pièce de théâtre ou dans des discours, on n'a pas le temps de développer aussi profond que ce qu'il y a dans les livres. Donc il y a des idées très fortes et qui continuent à m'inspirer toujours aujourd'hui et qui m'inspireront, je pense, toute ma vie. Faut pas hésiter à quitter un livre, en fait. Il y a plein de livres qui sont chiants au début à faire et lire, ça s'apprend, quoi. C'est-à-dire que se concentrer pour lire, ça s'apprend. Il y a les lectures que j'ai aujourd'hui
que je n'ai pas comprises quand je les ai lues quand j'étais jeune, parce que j'avais pas assez lu avant pour savoir qu'il peut y avoir des concepts cachés. Lire L'étranger de Camus au collège, je trouve que ça traverse, quoi. Ça traverse ta tête, t'as pas les armes et les concepts pour comprendre pourquoi c'est passionnant de lire ça. Parce que ça pose des questions qui sont hyper profondes, mais qui sont des questions qui ne t'intéressent pas quand t'as 14 ans, quoi. Moi, je pense qu'il faut tester plein de trucs, il faut pas perdre espoir et tester plein de trucs. Mais c'est un peu comme se mettre à courir, en fait. Si tu te mets à courir en disant, bon, bah, faut que je cours 1h30 aujourd'hui, c'est la première fois que tu cours, tu vas arrêter direct, tu vas courir 30 minutes et te dire, c'est pas pour moi, en fait. Faut commencer par 15 minutes, 20 minutes, 25. Et puis petit à petit, tu vas apprécier. Et puis petit à petit, quand tu vas courir 30 minutes, tu vas dire « Ah, je suis déjà à 30 minutes, là, c'est fou !» Et ben, c'est pareil pour les livres, en fait. Choisir un livre simple, lire 2 pages. Pas se dire « Faut que je finisse ce chapitre », tu lis 2 pages. Tu vois si tu arrives à lire plus, si tu as envie de lire plus à ce moment-là. Parfois, tu n'as pas du tout envie de lire. C'est juste que je dirais que c'est mieux de lire 10 minutes par jour que d'essayer de lire 2 heures une fois, de temps en temps, quoi. Et un autre truc, c'est, si je dois dire aux jeunes comment lire, soyez fiers d'avoir lu, quoi. Soyez contents de vous être dit aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de cool, j'ai lu 1 page d'un livre. Et c'est vachement bien déjà. J'ai lu 2 pages de ce livre, c'est super. Et il y a des livres qui, en 2 pages, te transmettent beaucoup de choses. Commencez simplement par des livres d'aphorismes qui sont juste des vannes ou des petites... Sioran aussi, Sioran, c'est hyper facile à lire. C'est des trucs de 2 lignes, 3 lignes. T'en lis 1 dans la journée, c'est super, t'as lu. Sois fier de toi, t'as réussi à ouvrir un livre. Et on a tendance à mettre des objectifs trop hauts pour les jeunes. On va dire, t'as lu ça? T'as lu ce livre? T'as lu Zola? Mais lis 1 page de Zola. Et il y a plein de livres qui peuvent se picorer, en fait. Il y a plein de façons de lire qui ne sont pas que finir les livres absolument et tout. Et après, tu as des romans de littérature qu'il faut demander à des libraires ou à des gens qui lisent des conseils pour lire. J'aimerais bien avoir la littérature qui est facile à lire. Il y a des trucs super, il y a Martin Eden, il y a tout Jack London, c'est hyper facile à lire, c'est super. Marcel Pagnol, c'est facile à lire, c'est super. Amin Malouf, c'est hyper bien. Tu vois, il y a plein de trucs. L'ombre du vent, pour les jeunes, je conseille L'ombre du vent. C'est un super roman sur justement la lecture. Il se passe plein de trucs, c'est hyper bien. Je te promets que si tu lis 1 page par jour, à la fin de l'année, tu auras lu un livre. Et si beaucoup d'humoristes écrivent à tabler dans un café en regardant le quotidien se dérouler devant leurs yeux, comme pour essayer de saisir ce qu'il y a de risible dans la banalité du quotidien? Ouais, moi j'ai du mal à l'écriture dans un café, j'ai un peu de mal. Je sais pas si... Est-ce que tu écris vraiment ou tu montres que t'écris, tu vois, je sais pas. Ça va, on sait que t'écris. Haroun, lui, écrit beaucoup dans la solitude des mots couchés sur le papier. Ce n'est pas un hasard s'il dit avoir écrit son spectacle seul sur la base d'une phrase de Nietzsche. Nietzsche lui-même fuyait les grandes villes et les distractions sociales pour se concentrer sur sa pensée. Et ces 2 esprits ont fini par se rencontrer pour s'inspirer. Ces moments de solitude dans la philosophie, c'est des moments où il renouvelle sa réflexion pour avoir une lecture plus froide, moins émotionnelle des sujets qu'il va traiter. C'est d'ailleurs là, par la philosophie, qu'Haroun va trouver l'universalité de son ressenti au départ singulier. Les gens viennent chercher ça sur scène. Ils viennent chercher une forme de cruauté de la vérité qui est retournée en rire, mais où il n'y a pas de... On ne prend pas de pincettes. Et moins on prend de pincettes, plus ça fait rire. Et plus on est en train de se débattre avec cette cruelle vérité, plus on va faire rire. Et c'est le métier du philosophe aussi, d'aller chercher cette vérité universelle. C'est en ça qu'il faut faire un travail, je dirais peut-être, plus on vieillit, plus on va évoluer, et plus on évolue, plus on va prendre du temps pour retrouver de nouvelles choses à dire ou pour retrouver de la profondeur, continuer à approfondir le propos, quoi. Mais la philosophie, pour lui, c'est aussi un rempart. Nietzsche décrivait la solitude comme une armure qu'il protège. C'est aussi celle d'Haroun contre les risques d'un succès qui rend la réflexion inerte. L'humoriste, pour faire rire les gens, doit connaître les gens. Sauf qu'avec le succès, on peut vite s'en détacher, se déconnecter de la réalité ou de la société. L'humour, c'est un métier artistique où on meurt de la déconnexion. Parce qu'à ne plus rien vivre ni lire, on peut se retrouver à n'avoir plus rien d'intéressant à dire. Bien sûr, c'est pour ça que je me suis arrêté quelques années. Je me suis arrêté aussi pour m'occuper de mes enfants, mais c'est aussi parce qu'il fallait que je renouvelle un peu ma manière d'écrire, ma manière de penser. Faut que je me renourrisse, quoi. Quand t'es en tournée, t'as pas le temps de te nourrir, t'es tout le temps sollicité, c'est difficile.
Ouais, c'est hyper important de se renourrir. C'est Stephen King qui dit quand t'as pas d'inspiration, lis, quand t'as d'inspiration, écris. Et il y a des moments où t'as pas d'inspiration, donc il faut aller rechercher de l'inspiration. C'est cette difficulté que racontent Big Flo et Oli dans La Vraie Vie. Je suis un produit, moi et mes mots que l'on consomme en chantant, mes sentiments dans les morceaux sur des albums que je vends. Je pense aux concerts, je pense aux radios, à la télé, évidemment. Je donne de ma chair, mes idéaux, et je ressens un vide en moi. Est-ce qu'on devient toujours ce qu'on dénonce ? Dis-moi pour qui j'écris. Réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu. Presque heureux d'être triste. Tant pis si ça m'inspire un bon refrain. Égocentrique, je m'appuie sur le cœur des autres pour être à la hauteur. Je fais des titres sur les histoires de mes potes sans leur donner de droit d'auteur. Moi, eux, leur vie, elle doit être vraiment à 100 à l'heure. Moi, je suis pas là du tout. Hein. Moi, nous, en humour, c'est beaucoup plus tranquille. Le rythme est beaucoup plus tranquille. Non, moi, je partage pas ça. Je sais pas si c'est intéressant pour toi, mais je partage pas ça, non, parce que je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout dans la vie qu'ils ont. J'ai une vie globalement qu'on pourrait qualifier de ennuyeuse par rapport à... que j'adore, hein. J'adore cette vie, hein. Mais lire, m'occuper de mon jardin, c'est vraiment mes principales activités. J'ai pas cette angoisse-là, non. J'ai plus l'angoisse de pas avoir le temps de lire, de pas avoir le temps de me nourrir. Voilà. Alors Haroun, il entre dans la philosophie par Schopenhauer, il passe par Nietzsche et il tombe notamment sur Cioran. Et quand on lit Cioran, qui est un de mes philosophes préférés, on comprend la puissance d'Haroun. Parce que Cioran, c'est un philosophe à la fois d'une noirceur et d'un humour pince sans rire absolu. Cioran, c'est un mec qui a écrit des livres comme De l'inconvénient d'être né ou Sur les cimes du désespoir. Vous sentez déjà là l'exagération dans l'émotion décrite juste à la lecture de ces titres. Et qui a prononcé des phrases d'un abus dans le désespoir qui sont totalement hilarantes, comme « À 20 ans, je n'avais en tête que l'extermination des vieux, je persiste à la croire urgente, mais j'y ajouterai maintenant celle des jeunes. Avec l'âge, on a une vision plus complète des choses. » Ou encore « Depuis 2000 ans, Jésus se venge sur nous de n'être pas mort sur un canapé. » Il est tellement drôle, Cioran. Franchement, c'est fou. Cioran, c'est vraiment un punchliner. Cioran, c'est un enfant déprimé, quoi. On parlait de l'écriture des enfants. Lui, il l'a. Ouais. Lui, il a ce truc. Mais en version dépressive. Mais et à un moment, il dit une phrase, il dit « Je me sens comme une marionnette dont les yeux seraient tombés à l'intérieur. » C'est complètement fou, quoi. Mais... Ouais, non, ça, c'est ce genre de lecture que tu peux emporter avec toi n'importe où. Et si tu dis à des gens, ouais, moi j'aime pas lire, mais je lis Cioran, et genre, quand même, si, tu lis, quoi. Alors que Cioran, c'est hyper facile à lire, quoi. C'est des petites phrases comme ça, hyper riches. Ça pourrait s'apparenter à des phrases de rappeurs. Ouais. Et c'est de la grosse littérature, c'est pas des blagues. C'est pas des lol. Pour en arriver à ces spectacles, il a fallu passer par près de 10 ans de recherche, d'échecs, de mauvais sketchs écrits à longueur de temps en parallèle des formations qu'il donnait en entreprise. Ça a été une entreprise d'écriture, de tests, de suppression, et ce, en boucle. Pour que cette colère d'origine devienne des sourires, c'est tout un processus. D'abord, il va écrire des choses sur un sujet et développer des blagues. Puis, comme tout humoriste, il fait du rodage et teste ses blagues sur scène. Il enregistre les passages en audio, il réécoute et réessaye. Et à un moment, il doit choisir. Ça je jette, ça je garde. Et ce qu'il garde, il le retravaille avec son metteur en scène. Le problème de cette étape, c'est qu'on peut se retrouver face à un dilemme, choisir entre ce qui me fait rire moi et ce qui fait rire le public. Bah c'est toujours un dilemme, faut toujours se détacher de choses que tu avais envie de garder. C'est toujours un peu douloureux, un peu comme l'écrivain et tout, mais tu peux pas tout garder, et puis ça fait partie du truc. Mais à la fin, quand t'as un spectacle qui est cool, rythmé et tout, en général, c'est que t'es quand même aussi content de le jouer sur scène. Donc bon. Faut faire attention parfois à trop vouloir insister sur une idée alors que les gens l'ont comprise en filigrane aussi. Et parfois, ça m'arrive de rajouter des vannes, j'ai l'impression de ne pas avoir fait passer l'idée, je les enlève. Puis au final, je me dis, en fait, l'idée est passée quand même avant, juste en filigrane, et les gens l'ont comprise, quoi. Et la clé dans son écriture, elle est là. Le choix de ce qu'on garde. Et pour Haroun, ça passe par une énorme proportion de choses qu'on jette. Ça ressemble à des répétitions dans des parcs, parce que t'as pas de salle. Ça ressemble à tu vas jouer et le soir même, tu fais des retours jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 2h du mat.
et le lendemain tu réécris et tu rejoues le soir d'après, tu as changé 5 minutes ou 10 minutes de ton spectacle et voilà, et ça fonctionne et tout, et donc tu jettes et tu rejoues, etc. C'est très intéressant à faire, c'est très fatigant, mais c'est vraiment une période où tu cherches plein de choses et tu tentes plein de trucs, et il y a plein de trucs qui ratent et d'autres qui réussissent, et puis petit à petit, ceux qui ratent, tu les mets de côté, et le spectacle a changé à 95%, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que quand on lui demande le meilleur conseil qu'il pourrait donner, il donne celui-ci. De produire assez de matière pour pouvoir en jeter. Pour moi, quel que soit ce qu'on ait écrit, il faut pouvoir tailler un moment, il faut réussir à faire des choix difficiles qui sont une grosse part de la création, ces choix-là. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a des gens qui produisent très bien, mais qui font pas forcément les bons choix ensuite. Il taille pas bien. Ouais, ils taillent pas bien. Il y a des gens qui produisent peu, mais qui font des très bons choix. Je pense que on n'estime pas assez cette phase de choix entre ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Et si on produit pas assez, on va tenir absolument à n'importe quelle création. Et il faut produire assez pour ne pas s'attacher affectivement à ses idées, pour pouvoir les jeter. J'avais commencé le premier chapitre de cette histoire par une phrase de Saint-Exupéry, et ce n'était pas un hasard. Parce que cette conception d'Haroun, c'est aussi une conception de ce cher Antoine. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Ah oui, c'est très, très vrai ça, quand il n'y a plus rien à retirer. Voilà l'étape que l'on oublie souvent quand on a fini d'écrire. Se demander si chaque phrase a un intérêt, ou si on peut en enlever sans que le texte ne perde ni en compréhension ni en force. Et c'est seulement à cet instant, après toutes ces étapes, qu'on arrive à un texte qui vous amènera au rire par la pensée, ou à la pensée par le rire. Tout part d'une émotion, d'un ressenti. Cette émotion devient une recherche et se nourrit de philosophie et de lecture. Elle se transforme peu à peu en un texte qui devient épuré, sans un mot de trop ni un mot manquant, et par cet artisanat, on arrive finalement à un texte juste, à une pensée qui existe. On arrive à un escalier qui va permettre aux gens de monter. Mais pour vraiment la faire exister, encore faut-il bien savoir la jouer. On dit parfois d'Haroun qu'il est à la fois un sniper de l'humour et une gueule d'ange. Ce à quoi il répond: Puisque on peut faire un parallèle avec les cultures urbaines, j'aime bien le terme humour conscient quand on parle de rap conscient, mais maintenant je dirais pas que je suis un sniper, non. Toujours est-il que ce contraste entre la forme et le fond, c'est ce qui fait tout le sel de sa mise en scène. Pas que le contraste entre son physique et ses propos, de manière générale, entre son style oratoire et le choix de ses mots. Et vous croyez pas qu'on sait avec vous que l'intention est saine parce que vous avez un physique bien sous tout rapport, on vous donnerait le bon Dieu sans confession et vous pouvez vous permettre de dire des horreurs comme ça. Peut-être qu'il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi le ton. Et ce contraste-là, il est le fruit d'une construction. Parce que si le fond c'est 100% Haroun, 100% de ses lectures, de ses émotions, de ses heures de solitude, de réflexion, d'écriture et de peaufinement, le Haroun sur scène, c'est un personnage. C'est une partie de lui extrapolée, pas un travestissement. Un personnage qui lui correspond, mais qui est construit dans l'objectif de mettre en valeur les blagues qu'il a écrites. Parce que le vrai Haroun, c'est pas un blagueur, c'est un mec qui aime lire de la philo. Je mets en spectacle une partie de moi, quoi. Donc ma façon d'être, elle est extrapolée sur scène. C'est pas que moi, mais c'est une sorte de personnage qui me correspond, quoi. Sur scène, j'ai toujours le sourire ou le petit truc où on sait que je vais retomber sur une vanne et tout. Quand je parle avec les gens, j'ai pas du tout envie de faire des blagues. Dans la vie, ce que je suis sur scène, c'est un blagueur, mais dans la vie, je suis pas vraiment un blagueur. Alors ce personnage, comment il l'a construit? À mon sens, d'abord, par la même logique que dans l'écriture. Souvenez-vous, cherchez l'efficacité. Ne pas en ajouter trop, enlever le maximum possible, pour qu'il ne reste que ce qui est efficace. Alors sa stratégie, elle est simple. En faire peu. Comme pour avoir une forme de neutralité qui fait qu'on n'écoute que les mots. Ces mots qu'il a pesés, et qui reposent sur un équilibre fragile que chaque geste peut venir rompre. Alors il faut que des gestes, il y en ait très peu. Et c'est aussi ce qui les renforce. Parce que le geste rare, il est précis, il a une utilité, il a tout ce que recherche Haroun dans son écriture, du sens. Et le procédé scénique le plus connu et utilisé d'Haroun, c'est ce fameux... On rigole bien, hein. Cette petite phrase
C'est presque sa marque de fabrique. Et là encore, elle est la preuve d'un contraste. Je fais une blague affreuse sur un sujet sensible, ça crée une forme de malaise, on se demande pourquoi je parle de ça alors qu'on est censé assister à de la légèreté et qu'on est venu chercher un rire sans concession, un rire qui ne devrait pas nous faire nous sentir coupables, et là, on rigole bien. On rigole bien, qui sonne comme une interrogation puissante au public, est-ce qu'on devrait vraiment être en train de rire de ça ? Et qui sonne aussi comme une affirmation, je crois qu'il faut qu'on rit de ça si on veut avancer. Il y a un truc, peut-être qu'on ne dit pas assez, parce que je crois qu'il faut qu'on rit de ça si on veut avancer. Le rire, c'est aussi une forme d'émotion pour faire le deuil d'un sujet. Tu vois, on pleure à un enterrement et après ça va mieux. Et ben rire d'un sujet, c'est faire la résilience. Il existe, on en rigole, et donc on peut avancer, quoi. Et c'est pour ça que les peuples ayant beaucoup souffert ont un humour assez efficace. Parce qu'ils ont eu l'habitude de faire de la résilience par le rire aussi. On rigole bien, hein. Cette petite phrase, d'apparence anodine, il y a toute la logique d'Haroun qui y est contenue. Et il est parvenu à ça grâce à cette chose dont on a parlé beaucoup ensemble déjà, le bide. Ou plutôt, l'absence de peur du bide. Et en plus, comme le bide me dérangeait pas, j'ai joué avec le bide et j'ai joué à faire rire avec ce qui faisait pas rire. Et ça a créé ce personnage un peu d'un peu de retenue, un peu on rigole bien quand ça fait pas rire, ou enfin quand il y a un moment de malaise. Ce qui te permet d'en jouer aussi. Ouais, ça me dérange pas de laisser les silences, etc. Donc j'ai construit mon personnage autour de tout ça, mais... C'est ce jeu autour du malaise, autour de ce qui est autorisé ou pas, de cet écart entre le sérieux du sujet et l'humour qu'on est venu chercher, qui fait la force du personnage un peu pince sans rire, qui peut tout dire, pourvu qu'il donne le sentiment qu'on a le droit d'en rire avec lui. Voilà tout l'équilibre. D'un côté, un discours précis et implacable, de l'autre, une forme calme, neutre, souvent sympathique. D'un côté, des mots tranchants et puissants, de l'autre, des silences, des petits malaises, des bites fins. Tout ça, ça crée une forme de tension. Et la tension, souvent, ça crée le rire. Mais ce n'est pas seulement ça qui crée le rire, c'est aussi toutes les techniques d'écriture qu'il utilise. Je vous en propose 5 différentes que j'ai pu remarquer comme étant des constantes dans la majorité de son travail. C'est trop drôle, les 5 différentes techniques d'écriture. Première technique, exorde et captatio benevolentiae. L'exorde, c'est tout simplement le début de la prise de parole. La captatio benevolentiae, c'est un mot barbare pour désigner le fait d'essayer de gagner la bienveillance du public, notamment en faisant preuve d'une forme de vulnérabilité. Et Haroun commence la plupart de ses spectacles par un exorde très concret. Des postillons, des peurs verbalisées, des problèmes techniques. C'est pas un meeting, hein. Ouais, malgré les apparences. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, merci. Faut savoir que il y a 2 mois, quand j'ai proposé au producteur de faire ce spectacle, d'écrire un spectacle en 2 mois pour les présidentielles, il m'a dit t'es sûr ? J'ai dit ouais, je suis sûr. Et puis le lendemain, quand il m'a dit qu'il avait réservé le gymnase 700 places, je lui ai dit t'es sûr ? Je peux vous le dire maintenant qu'il peut plus rien faire. Non, j'étais pas sûr. Voilà. Je sais même pas comment ça va se passer ce soir, ça se trouve je peux bider, je peux oublier mon texte, il peut y avoir le lustre qui tombe. Ce choix crée immédiatement une proximité avec le public. Ça désamorce le stress et ça installe une relation horizontale. On est loin du « bonsoir messieurs dames » solennel. Ici, le rire naît de l'ancrage et de la maladresse assumée. Bien sûr, c'est ce que je conseillais, à tous les gens que je formais en prise de parole, c'est dire qu'on est ensemble dans un endroit présent et qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences futures à tout ça. Et voilà. Les gens qui ont peur de la prise de parole, je leur disais en général, officialisez le fait que vous ayez peur de la prise de parole. Mieux vaut dire je suis un peu stressé à l'idée de prendre la parole, plutôt que de faire comme si on était à l'aise alors qu'on ne l'est pas. Et en général, ça marche mieux comme ça parce qu'en fait, les gens ont beaucoup d'empathie quand ils nous regardent. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont peur de prendre la parole comme nous. Moi non, mais ceux qui ont peur de prendre la parole pensent qu'ils sont tout seuls face à un public alors que le public est pareil qu'eux et ressentent ce qu'ils sentent. Donc si tu officialises le fait que tu as peur, les gens vont dire « Ah ouais, bah, c'est dur de prendre la parole », donc ils vont être plus indulgents et plus empathiques. Ouais. Deuxième élément, intelligence du public et dosage de la complexité. À plusieurs reprises, Haroun joue avec le niveau de complexité. Il évoque par exemple qu'on lui a conseillé de ne pas faire des blagues trop compliquées. En fait, c'était dans un bar, je faisais une scène un peu pourrie, tu vois. Le gars, il a organisé, il a dit « Ici, il faut pas que tu fasses des blagues trop compliquées. Faut pas que tu fasses genre des références genre Général Pépin, tout ça. » Où il introduit l'effet Dunning-Kruger avec un « Donc là, je suis en train de vous perdre.
Là, ceux qui se connectent maintenant, ils se disent, tiens, il y a une conférence en live. Hein, ça doit être TEDx, c'est un truc... Avant de vulgariser. Je vous traduis. En gros, plus t'es con, plus tu te crois intelligent. Plus t'es con, plus tu penses que ce sont les autres qui sont cons. Plus t'es con, moins t'arrives à savoir à quel point t'es con. Normalement, là, vous pensez tous à un collègue de travail. Ce jeu, avec le niveau d'intelligibilité, crée un double effet. Il prend en compte l'intelligence du spectateur, tout en assumant un regard méta sur l'humour lui-même. Et je me dis, est-ce qu'un enfant, un jeune de 12 ans est capable de comprendre ce que je suis en train de dire ? Il n'aura pas forcément les références, la culture suffisante, je veux dire, politique, etc. Mais ça, on s'en fout. Il faut qu'il soit capable de comprendre. Donc si je parle d'un politique, il faut que je puisse dire qui c'est en quelques phrases. Et c'était quand je jouais au Jamel Comedy Club, je faisais une blague sur Devedjian et je voyais bien. J'avais des jeunes de 13 ans dans la salle qui ne captaient pas qui était Devedjian, donc il fallait que je dise ancien ministre de l'Intérieur. Si je suis capable de dire ça, eux, ils s'en foutent. On s'en fout à peu près de qui est Devedjian. C'est juste que c'est un politique. Ouais. Bon bah eux ils le situent et ça va mieux pour eux, ils n'ont pas besoin de dire c'est qui Devedjian ? C'est ça qui est important, c'est est-ce que un jeune de 12, 13, 14 ans va capter tes blagues et va rigoler à tes blagues. Si c'est pas le cas, ça veut dire que tu vas perdre des gens. Ça veut dire que ta vanne elle est trop compliquée et j'ai pas envie d'être un humoriste élitiste en fait. Il y en a qui sont sur ce niveau-là, tant mieux, et c'est un public tel. Un public plus âgé, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que ma vanne, elle est compréhensible par les ados. Ouais, c'est quel est le niveau de contexte commun qu'il faut avoir. Voilà, exactement. Et une fois que tu as ce niveau minimal. Mais c'est pareil, si je fais une blague sur Boubacaris, il faut que les vieux ils soient capables de comprendre qui sont Boubacaris. Troisième élément, refus de la starification et critique du politique spectacle. Haroun refuse la posture de rockstar. Il le dit explicitement, il veut rester normal et garde une distance avec le succès, contrairement à la starification qu'il observe notamment dans le monde politique. Non, c'est vrai que c'est des rockstars, ils aiment bien mesurer leur popularité comme ça. Ils sont obligés de faire des bains de foule parce que les sondages sont plus assez... leur indiquent pas assez s'ils sont populaires ou pas. Il critique donc à la fois la spectacularisation de la politique et l'illusion d'autorité que confère la scène. Quatrième élément, la construction de l'absurde. Haroun adore tirer le fil d'une idée absurde pour en faire jaillir des séries de vannes. Régulièrement, il va poser un décor imaginaire, un setup, puis il va nous emmener avec lui dans ce monde en essayant d'aller le plus loin possible avec une succession de différentes comparaisons. Moi franchement, maintenant je compare la politique à de la télé-réalité. Ça me distrait, tu vois. Ouais, d'ailleurs, franchement, il pourrait s'inspirer de la télé-réalité pour rendre les présidentielles un peu plus fun. On devrait mettre tous les candidats sur une île déserte. Et on regarde comment ils se débrouillent. Alors, il y aurait François Fillon qui est obsédé par le totem d'immunité. On aurait Mélenchon et Hamon qui prennent les mêmes décisions mais ils sont pas d'accord. Il y en a un qui disait moi je vais pêcher. Ah ouais, bah moi je vais attraper du poisson. D'accord. On a qu'à y aller ensemble? Jamais! Il va aussi jouer avec ce qu'on appelle le ternaire absurde. Le ternaire, c'est le fait de coupler des éléments par trois, comme liberté, égalité, fraternité, par exemple. Sauf qu'ici, le troisième sera le plus absurde possible, ou le plus en rupture. On crée une habitude par les deux premiers, et on crée une rupture par le troisième. Par exemple... Candidat anti-système, c'est un oxymore, voilà. Hein? Il y en a plein qui sont en galère, là. Bon, je vous explique quand même, hein. Donc un oxymore, en fait, c'est quand tu prends deux mots contraires pour en faire une expression. Par exemple, si je dis un lepéniste à la mosquée, oxymore. Tu vois? Un charcutier juif, oxymore. Un socialiste de droite, non, c'est Manuel Valls. Ouais, bah ça c'est un truc classique, le ternaire. Moi j'essaie de m'en détacher maintenant. C'est un truc qui est tellement utilisé que maintenant le rythme il va même plus surprendre. Donc quand je tombe dans une vanne ternaire, j'essaie d'en sortir maintenant. Par exemple, j'avais une vanne comme ça sur les bars PMU de banlieue. Je comparais les bars à Paris qui sont hyper tendance et les bars du 91 là où j'ai grandi. Première envie c'était de faire un truc ternaire et je disais, tu sais, c'est des trucs pour 11,90 €, t'as entrée, plat, dessert. C'est devenu entrée, plat, fromage, dessert, café, bagarre. Okay. Tu vois. Et en fait ça marchait bien d'installer le truc où on se dit mais quand est-ce que ça va se terminer cette liste, et ça termine par un truc de ouf. Et surtout qu'en fait la blague elle est aussi sur le fait que pour 11,90 € t'as vraiment beaucoup de choses. Tu vois. Tu vois. Il utilise aussi beaucoup le discours direct, c'est-à-dire qu'il va incarner directement le personnage ou l'élément en parlant à sa place. Ça permet de donner le sentiment que le personnage ou l'élément est vivant, là, présent sur scène. Ouais. Ça m'a donné une idée moi d'appli, je pense que je vais créer une appli pour se perdre mais dans la vie. Ça s'appellerait I Lose. Dès que t'as un choix à faire, tu consultes ton appli. Ok, I Lose. On me propose un poste de directeur d'hôtel aux Seychelles, c'est payé 8 000 € par mois. Qu'est-ce que t'en penses? Surtout pas.
Va plutôt dans une start-up. C'est mal payé, mais smoothie. 5e élément, l'analogie. Je crois que c'est un des outils qu'Haroun utilise le plus, la comparaison entre deux univers. C'est le meilleur outil pour cet équilibre qu'il recherche à mon sens. On rit de l'absurdité de la comparaison, tout en ayant une arrière-pensée qui nous fait nous dire « Attends, est-ce que c'est si absurde que ça ?» C'est une très belle invention, Internet. C'est une très belle invention. Le problème, c'est que pour chaque invention, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu un groupe de personnes qui étaient là pour casser l'ambiance. On a découvert la poudre, on s'est dit c'est génial, ça fait des couleurs, on va pouvoir faire des feux d'artifice et des fêtes. Et des bombes. On a découvert l'aviation, on s'est dit on va pouvoir voyager plus vite, s'envoyer des courriers plus vite. Et des bombes. La fission nucléaire, on s'est dit c'est génial, ça va faire de l'énergie pour tout le monde. Et des bombes pour tout le monde. Et avec Internet, on s'est dit super invention, pas possibilité de lancer des bombes avec. On va pouvoir s'échanger de l'information, du savoir. Et des tutoriels pour créer des bombes aussi. Macron, c'est un mec qui joue au poker, il a un 2, un 5, il te dit tapis. Tapis, ouais, tout. La montre, la voiture, le pays, je mets tout. Voilà. Moi, j'ai déjà fait preuve de racisme de gauche. Ouais, j'avoue. En fait, c'était un jour où il y avait un tournoi de basket organisé dans une ville, tu vois, et c'était un tournoi participatif, tout le monde pouvait jouer, c'était assez sympa. Ils m'ont dit, toi, tu fais les équipes, t'es capitaine, t'as des lunettes. C'est sportif, c'est pas non plus. Donc, j'ai dû choisir les gens au faciès parce que je connaissais personne, tu vois. Je me suis dit basket, sport de rue, hip-hop. J'ai pris un noir. Et il était nul. Mais il était nul. Il arrivait jamais à attraper la balle, tu vois. Il avait le même rapport au basket que les Africains ont à leurs ressources minières. Il voyait tout le monde qui se faisait plaisir autour, et lui, il touchait rien. Mais un peu comme pour les écrivains, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une véritable technique utilisée consciemment ou simplement d'un réflexe. Non, ça devient un réflexe. Il y a peu de choses qu'on utilise de manière consciente, mais il faut aussi en sortir, quoi. T'entends souvent les ta-ta-ta-ta-ta, c'est comme un nanana qui ferait ça. Et ça, c'est dans les chroniques, on en a tout le temps. Il faut essayer d'en sortir, quoi. Il faut essayer d'utiliser d'autres mots que c'est comme, tu vois, essayer de surprendre un peu par le changement de vocabulaire. C'est comme un peu les scénarios, les structures de scénarios, c'est très bien, mais à un moment, il faut tout casser pour que les gens soient surpris et d'échanger les temporalités, etc., pour qu'on voit pas ta structure, parce que sinon, on sait très bien qu'à la fin de la comédie romantique, le mec, il court à l'aéroport chercher la fille qui part étudier au Mexique. Bref, une écriture travaillée, subtile, absurde. Une écriture, au fond, complexe. Et cette complexité de l'écriture, couplée à une simplicité de mise en scène, ça lui donne des droits. En fait, ça lui octroie le droit le plus fondamental pour lui, celui de rendre justice. Vous savez d'où vient le mot comédie ? Moi non plus. Donc je suis allé chercher pour vous. Et par une simple recherche Wikipédia, j'ai trouvé qu'il s'agissait des cultes voués à Dionysos, dieu grec de la vigne, du vin, de la fête et de ses excès. Il s'agissait d'intermèdes entre les sacrifices funèbres et les joyeuses processions. Et peu à peu, je cite, ces intermèdes prennent une forme plus dramatique. Les farceurs rendent la satire plus piquante en jouant les personnages qu'ils attaquent. Ce divertissement tourne en scène de caricature. Ce fut donc là le berceau de la comédie. Et plus loin, on lit que, à l'époque, tous les rôles sont tenus par des hommes portant des masques. Le visage de l'acteur n'exprime donc pas une psychologie nuancée, et les nuances de l'émotion passent par le ton et par les gestes. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? C'est normal. Haroun parle souvent de l'ancienne vocation de la comédie, plus tard dans l'histoire, celle du valet ou du bouffon du roi, et s'en revendique. Ouais, il y a un truc que tu dis pas dans la comédie là, c'est la définition que j'avais trouvée la plus claire, moi, c'était la comédie, c'était une œuvre dont on ressort en se sentant puissant. La tragédie, c'est une œuvre dont on ressort en se sentant accablé. On se dit que le mal triomphera, on s'en sortira jamais, etc. Et la comédie, on a l'impression que l'amour gagnera, quoi. Donc ça termine bien, ça termine avec beaucoup d'espoir, et la tragédie termine avec très peu d'espoir. C'est deux manières d'expier ses sentiments négatifs, soit par la comédie, soit par la tragédie, mais voilà. Donc, est-ce qu'on gagne face au monde ou est-ce qu'on perd face au monde ? Est-ce qu'on gagne face au Dieu ou est-ce qu'on perd face au Dieu ? Si on parle de la mythologie, quoi. Voilà le rôle qu'Haroun semble chercher à endosser par son écriture et sa mise en scène, que l'on connaît maintenant mieux, remettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Par la justesse des mots et des rires, il cherche la justice des idées.
Il ne tire jamais sur les ambulances, ceux dont tout le monde rit déjà et dont les vannes supplémentaires seraient de la facilité. Il tire sur ceux dont la puissance nécessite d'être diminuée par le rire. C'est pas tellement aller loin dans les images ou le sujet, ça je me suis jamais posé cette question-là, c'est plus sur les gens, est-ce qu'il y a un moment où je deviens injuste en fait? Je pense que l'humour rend justice. La raison pour laquelle les gens aiment les humoristes, c'est qu'on est les bouffons du roi, on peut se permettre de dire un peu ce qu'on veut, et aussi notre rôle c'est de critiquer les puissants, de critiquer les puissances, critiquer les puissants, de relever ce qui est injuste en essayant de rétablir une justice factice qui n'est que scénique et qui n'est que humoristique, mais on a l'impression que les gens ont besoin qu'on rende justice. Donc parfois, être violent avec un sujet violent, c'est normal. En revanche, si je commence à m'attaquer aux gens et qu'il y a un moment, le public sent que oh, c'est un peu trop là, tu vas trop loin, pourquoi est-ce qu'il a vraiment mérité ça? C'est là qu'il va y avoir une limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais devenir le bourreau en fait. Je vais devenir celui qui décide qui est le bouc émissaire dans la cour de récréation. Ça devient facile, ça devient injuste. Le public ressent un moment que ça sert plus à rien, ça y est. C'est comme frapper quelqu'un qui est à terre, quoi. Donc, Au fond, j'ai l'impression que ce qu'il veut que le public se dise, c'est « merci ». Merci d'avoir osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Merci d'utiliser ta notoriété pour porter la critique à ceux qui ne la subissent jamais ou pas assez. En fait, c'est tout simplement un « Waouh, il a osé aller là-dessus ». Ça fait du bien. Porter la critique, franchement, honnêtement, plus ça va, plus j'essaie de me détacher aussi un peu de la critique basique, je prends un nom et je le critique, la critique politique et tout. J'essaie de m'en détacher parce que ça m'intéresse beaucoup moins, je suis aussi beaucoup moins la politique pour des raisons de... J'ai envie d'être heureux, quoi. Mais, de santé mentale. Ouais, c'est ça, de santé mentale. Donc je suis beaucoup moins. Donc j'aime bien parfois lancer des crottes de nez, quoi. Mais il a osé aller là-dessus, ça fait du bien. Non, le public, s'il se dit ça, ça veut dire que il a envie de parler de choses librement, sans se sentir coupable d'en parler. Disons que je dédramatise en fait. Je dédramatise les sujets. On dédramatise un sujet. On est plus puissant que ça. On est plus fort que ça. On est plus intelligent que ça. On va pas tomber là-dedans, etc. quoi. On est capable de passer au-delà de ça, on est capable de trouver des solutions, c'est juste qu'il faut en terminer avec ces blocages, quoi. On a une espèce de des nœuds intellectuels qu'on se fait avec des problèmes. Et nous, humoristes, on est là pour tout dénouer, tout disséquer, pour dire en fait, il n'y a pas de nœuds. C'est nous qui nous les créons, quoi. Mais c'est ce que vous faites aussi dans l'éloquence, en fait. Dans l'éloquence, vous détricotez, en fait, un sujet. Et ça veut dire qu'on peut le remonter différemment et faire dire toute autre chose à la même chose. Bah, tu vois. Ouais. Donc c'est là où nos deux domaines se rejoignent. Mais nous, on est là pour déconstruire, quoi. Et c'est pour ça qu'il cherche cet équilibre dont je parlais au tout début. Un équilibre dans les cibles. Si j'attaque tout le monde, alors tout le monde subit la critique. Finalement, tout le monde devient égal. Mais l'enjeu, c'est pas seulement ça. Je vous l'ai dit, Haroun, par la mise en mouvement de la pensée, il cherche aussi la mise en mouvement des uns vers les autres, à faire en sorte qu'on retrouve du dialogue. Et c'est ça, au fond, le rôle de son humour pour moi. Prendre un sujet qu'on a peur d'évoquer, dédramatiser, redonner à chacun le droit et l'envie d'en parler pour avancer. Parce que c'est ça sa définition de la comédie. Sortir de là en se sentant plus puissant. C'est ça Haroun. Un humoriste qui travaille ses sujets, les met en scène dans le but de mettre en valeur les mots, qui cherche à faire penser en faisant rire, qui vise les systèmes de pensée, pas les individus faibles, qui rit avec et non d'eux. Et c'est aussi et surtout un créateur de liberté. Tout ce qu'on a traversé dans cette histoire, normalement, vous devriez le ressentir dans ces spectacles, Tous complices, spéciale élection, internet, en vrac, seul, et désormais Bonjour quand même, ces créations sur internet, Pasquinade, Haroun casse la télé, Ta blague ou La vie d'artiste, son livre, Les pensées d'Héractète. En réalité, dans tous ses œuvres. Mais la chose qu'on retrouve aussi, tout au long de ses créations, c'est ça. En fait, l'art doit rester de l'art. On doit créer pour créer, en fait. Le but n'est pas de se demander est-ce que je vais faire plein d'argent avec, etc. Le but, c'est le message. Le but, c'est l'esthétique. Ça peut être plein de choses, l'art, mais... Ouais, le message, je suis pas d'accord avec ça, ce que j'ai dit en 2018. Je suis pas d'accord avec ça. Avec moi-même. J'ai pas de message à faire passer, moi.
Et je le pense sincèrement, je suis capable de défendre n'importe quelle idée. Et c'est ça aussi qui est riche dans la philo, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une idée politique pour lire Nietzsche, tu n'as pas besoin d'avoir une idée politique pour lire Hannah Arendt, etc. C'est toujours intéressant, quoi. C'est toujours intéressant, quelles que soient tes idées, que tu sois d'accord ou pas avec. C'est toujours hyper riche. J'espère un jour avoir assez de sagesse pour que ce soit le cas dans mes spectacles d'humour. Non, voilà, le message, non, je suis pas d'accord. Ouais, peut-être que par message, c'est la présence de fond. C'est-à-dire qu'il y a quand même une oui, réflexion. Mais et encore. Le fond, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Non, mais parfois, dans le fond, tu peux avoir des choses qui te paraissent tout à fait futiles, mais dans le fond, il y a quelque chose que tu as appris qui est dans une émotion qui est très profonde. Dans le dialogue, parfois, on peut faire des dialogues qui n'ont aucun fond, et pourtant, dans le fond, il y a quand même quelque chose à comprendre, tu vois. Les gens, tiens, je me souviens qu'un jour, j'ai discuté avec un pote sur une chanson de Vald, je sais plus laquelle c'est, il chante n'importe quoi. Il a vraiment chanté n'importe quoi, et les gens cherchent des interprétations là-dedans, et ils trouvent du fond dans le fait que lui, il est écrit à la base n'importe quoi, tu vois. Donc, si tu veux... le fond, on se le crée, c'est à nous d'aller le chercher, quoi. Moi, je préfère déconstruire pour mieux reconstruire, et puis et aussi créer plus d'acceptation de nos travers, quoi. Qu'on s'accepte mieux nous-mêmes aussi, tu vois, avec nos torts, avec nos méconnaissances, etc., quoi. Tu vois, c'est le passage dans les spectacles dont tu as vu le rodage, là, le passage sur les woke où je parle du cueilleur de champignons, à qui tu parles des queers. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas les codes. Et donc c'est à toi aussi de savoir, est-ce que la personne ne m'accepte pas ou est-ce qu'elle elle ne sait pas ce que je suis, quoi. Et c'est même la réflexion qu'il y avait eu sur les Indiens d'Amérique quand ils ont vu les colonisateurs débarquer avec leurs gros bateaux. Ils n'ont jamais vu de bateau comme ça. Ils n'arrivent pas à conceptualiser l'énorme bateau à voile. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Et des choses que tu n'es pas capable de concevoir, tu ne peux pas les comprendre et tu ne peux pas les accepter. En tant que tel, où tu vas créer un récit qui est totalement galvaudé parce que tu n'es pas capable de capter ça. Nous, on est des vulgarisateurs, en fait. Nous, on est là pour dire quel est l'état de la société, comment on la comprend, comment on a interprété ça et comment on va le vulgariser. Et après, les gens font leur propre avis, quoi. Et pour que ça ait un vrai impact, que ça ne se limite pas aux moyens ou aux lieux dans lesquels il joue, il faut que tout le monde puisse y accéder. Et c'est pour ça qu'il a pris la décision de rendre chacun de ses spectacles en libre accès. Et c'est pas de l'échange d'argent qui est en jeu, c'est de l'échange de savoir. Et j'en viens à la raison pour laquelle j'ai diffusé gratuitement, c'est que pour moi la culture ça devrait être pareil. Et je déplore le fait que la culture soit trop chère ou difficilement accessible ou verrouillé, parce que très honnêtement, même si je donne un spectacle gratuit ou que je le donne au chapeau, sachant que le chapeau va pas du tout rentabiliser le spectacle, ou le spectacle mais la captation, la location du théâtre et tout, au final, je crée beaucoup plus de valeur que si potentiellement je l'avais mis payant. Ouais, tu vois, moi c'est marrant sur ce que tu mets là sur Coup d'État. Sur le téléchargement, j'ai mis un spectacle en VOD et il s'est retrouvé sur une plateforme de téléchargement. Et on me l'a signalé et je suis allé voir la plateforme de téléchargement, je fais « mais elle est bien cette plateforme de téléchargement !» Et maintenant j'y vais. Enfin c'est pas une plateforme de streaming d'ailleurs. D'ailleurs on mettra le lien en description de la plateforme. De la plateforme en streaming, mais bien sûr, vas-y. Et pour augmenter encore l'impact, il reste 2 pistes. Ou plutôt 2 mers sur lesquelles il a aussi pris la décision de naviguer. Aider les artistes qui portent un message. Voilà, et l'idée c'est qu'en fait, il y a plein d'humoristes qui sont pas assez connus à mon goût, mais qui sont assez forts à mon goût pour diffuser leur contenu. Ils n'ont pas les moyens de diffuser ce contenu-là sans passer par YouTube, en essayant de monétiser, en mettant de la pub au début, à la fin, au milieu. Et pour ça, il faut faire des milliers de vues. Et parfois, t'es un peu perdu dans les algorithmes. Moi, tout ce système commence à vraiment me fatiguer. Le système des algorithmes et des réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai voulu proposer quelque chose pour qu'ils puissent diffuser soit au chapeau, soit en payant, comme ils veulent, en fait. Et faire en sorte que tout le monde puisse faire de l'humour, star ou non. Mais en fait, en vrai, là, sur ce thème de la starification de l'humour et tout, il y a un lien avec l'éloquence, je trouve. C'est que moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'humour amateur ou de pratique du stand-up dans les écoles et tout, parce que c'est un vrai lien avec l'expression écrite
l'expression orale aussi, mais l'écriture notamment, la lecture. Et je trouve que c'est un super pont vers la littérature et l'éloquence. Et on m'appelle souvent pour faire jury d'éloquence, que je refuse souvent parce que j'aime pas être en position de jury, parce que j'ai trop souffert des jurys. Je trouve qu'il y a toujours un truc qui est faussé, quoi. On recrée un mini-système politique. Mais j'aimerais beaucoup qu'un jour, l'humour, la pratique de l'humour soit comme le théâtre amateur, comme l'impro et tout, qu'il puisse y avoir des cours partout. Ça aide beaucoup à faire passer des idées, que de devoir écrire ses propres idées, quoi. Et ça nous permettrait aussi d'avoir une sorte de baromètre de la jeunesse, que d'avoir plus de jeunes qui s'expriment à travers ça, quoi. Ouais, 100%. J'ai même un sujet sur les clubs d'éloquence où si t'es pas à l'université, il y a très peu de possibilités de pratiquer vraiment l'éloquence en tant que matière en tant que telle. Et donc les gens souvent vont du coup vers le théâtre, ce qui est aussi une super porte d'entrée, qui n'est pas la même matière. C'est pas la même, c'est pas toi qui as écrit. Exactement, ouais. C'est pas pareil. Le théâtre d'impro du coup dit aussi un entre-deux intéressant. Ouais, j'ai vu récemment le film The Whale, Soyez sincère, je sais pas si t'as vu ce film. Non. Il est prof de littérature et il veut des textes sincères, il veut que ses élèves écrivent des textes sincères, mais c'est ça en fait. Le truc c'est que dans l'humour, et notamment dans le stand-up, on cherche la sincérité absolument, et je pense que ça aiderait à canaliser des violences parfois que de faire exprimer les gens avec sincérité sur ce qu'ils ressentent en mettant des blagues. Et là, on a un alignement parfait entre d'un côté les valeurs profondes qui sont les siennes et de l'autre les actions qu'il mène. Et ça, c'est essentiel pour l'éthos. Parce qu'il n'y a rien de plus meurtrier qu'un « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Alors quand on voit tout ce qu'Aaron a produit depuis un peu plus de 10 ans, on pourrait se demander s'il est heureux ou s'il attend la suite. Le prochain projet qui pourrait le combler. Comme son nouveau spectacle, Bonjour quand même, que je vous encourage à aller voir si toute cette vidéo vous a passionné. Mais comme souvent avec Aaron, la réponse se trouve dans la philosophie. Là, j'ai trouvé ma place et c'est pour ça que je suis heureux. Trouver sa place dans le monde, c'est vraiment une source de bonheur. Se dire, c'est ça que je sais bien faire et tu peux le faire et on te donne les moyens de le faire, c'est trop bien. Il y a rien de mieux, quoi. Donc tant mieux pour ça. Maintenant, faut quand même relativiser. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est tes proches, la santé, manger, dormir. C'est vraiment ça. Quand tu voyages, tu t'en aperçois. Hein. Quand tu voyages, ton seul but, c'est de savoir où est-ce que tu vas manger, où est-ce que tu vas dormir. C'est juste ça. Mais voilà, le reste... Mais après, c'est lié en plus à la philosophie. C'est essayer de désirer ce qu'on a, quoi.